Tout de suite, on va aller dans une autre énergie, l'énergie de l'information, l'énergie du genre, avec Gabrielle Zani qui reçoit aujourd'hui dans Instant Vérité Madame Georgette Zamblé-Ballier, psychologue, experte en genre et développement, présidente de l'ONG Lead Africaine, présidente du réseau des femmes entrepreneuses engagées et solidaires. Vous l'aurez remarqué, mesdames et messieurs, la journée des femmes à Matin Bonheur, c'est tous les jours, tous les lundis à Matin Bonheur. À tout à l'heure. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Vous êtes dans Matin Bonheur. Depuis plus de 20 ans, les associations féminines pour la défense des droits des femmes foisonnent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les débats sur la question des droits des femmes se tiennent de plus en plus dans les conférences, les assemblées. Une avancée certes, mais le leadership féminin peine à émerger. Seulement une poignée de femmes se distinguent, la politique, l'économie, la recherche scientifique, le transport, le sport, la musique, des secteurs toujours aussi bien tenus par les hommes. Alors, que font exactement les associations féminines engagées dans la promotion du leadership féminin? Pourquoi leurs actions ne sont-elles pas perceptibles? Les femmes sont-elles elles-mêmes à l'origine de leur absence? Comment donc comprendre ces freins à l'émergence du leadership féminin? Pour répondre à ces questions, nous recevons à Instant Vérité Georgette Zamblé-Ballier. Georgette Zamblé-Ballier est psychologue, experte en genre et développement, présidente de l'ONG Lead Africaine et présidente du réseau des femmes entrepreneurs engagées et solidaires. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'ONG Lead Africaine créée en 2011, c'est cela? Oui. En même temps, vous êtes présidente du réseau des femmes entrepreneurs et solidaires. Alors, vous travaillez pour la promotion du leadership féminin. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Aujourd'hui, on peut dire que nous avons, c'est au moins 500 femmes qui sont accompagnées, qui ont conscience d'elles aujourd'hui, qui ont confiance en elles. Ce sont 500 femmes qui entreprennent avec dignité, avec ambition. Ces 500 femmes formées, appuyées sur le terrain pour pouvoir prendre leurs responsabilités tout simplement dans le domaine politique, dans le domaine entrepreneurial. Alors, 500 femmes au moins. Au moins. C'est voilà, ça. 500 femmes au moins. Alors, Georgette Zamblé, vous êtes donc psychologue également. Alors, c'est reconnu qu'il est difficile pour une grande partie de la société de pouvoir, d'accepter même le fait qu'une femme soit à un certain niveau de management. Alors, mais la femme elle-même, comment perçoit-elle son leadership? Évidemment, la femme elle-même, elle se trouve face à des normes sociales qui lui disent il faut te mettre à tel endroit, voici le rôle de la femme, voici la place de la femme. Donc forcément, elle est dans cette culture-là et son leadership est perçu par le regard que la société veut lui porter, malheureusement. Ce que nous sommes en train de faire, nous, à notre niveau, c'est de faire de telle sorte que les femmes puissent changer de perception d'elles-mêmes, de leur position dans la société et agissent à travers leur propre regard et non à travers le regard que veut lui imposer la société. Madame, tout à l'heure, vous avez dit au moins 500 femmes formées dans plusieurs secteurs, n'est-ce pas? Politique, économie et tout ça. Alors, madame, l'ONG Lead Africaine existe depuis 2011. C'est cela. Quand on fait le décompte, ça fait combien aujourd'hui? Nous sommes à, on va dire, 8 ans, oui, 8 9 ans. Voilà, quand on fait le compte, ça fait 8 ans. Alors, madame, 8 ans, au moins 500 femmes formées dans presque plusieurs domaines. Et qui s'assument. Oui. Est-ce que ça, c'est suffisant? Ah oui, je veux dire, il faut aller, il ne s'agit pas non plus de vouloir faire de grandes choses et finalement de rien faire du tout. Il s'agit d'aller pas à pas, d'accompagner les femmes au rythme de nos ressources aussi, parce que nous le faisons sur fonds propres, c'est cela aussi l'engagement. Et donc, nous faisons de telle sorte qu'année après année, nous puissions non seulement former des femmes, mais les accompagner. Il ne s'agit pas de les former puis de les abandonner dans la nature. Et c'est ce que nous essayons de faire à notre humble niveau. Alors, vous les accompagnez en quoi faisons? Un exemple concret. Par la formation, par exemple. Nous faisons du coaching, parce qu'après les formations, nous disons qu'il faut quelquefois des accompagnements plus personnalisés. Et nous faisons en sorte que ces femmes, lorsque nous avons des ressources, que nous puissions quelquefois appuyer des projets qui les concernent, des projets qu'elles ont
décidé de mettre en œuvre. Et nous sommes là pour accompagner ce type de projet. Même quand nous n'avons pas d'argent, nous faisons avec les conseils derrière, avec le temps que nous leur accordons justement pour des conseils, pour des avis, pour faire de telle sorte qu'elles puissent arriver non seulement à avoir une vision, mais qu'elles puissent également réaliser certains objectifs et qu'elles puissent se faire confiance, qu'elles puissent exister vraiment. Voilà, qu'elle puisse exister, se faire confiance. Mais madame, c'est vraiment étrange parce qu'au constat, on n'a pas les résultats, je vais dire, de votre travail. On ne sent pas sur le terrain avec toutes ces ONG féminines qui existent. Au moins 500 femmes seulement formées. On ne peut pas comprendre cela. Je vais vous dire une chose. Nous sommes plusieurs organisations qui se battent, qui se défendent, avec des ressources propres. C'est cela aussi l'engagement, c'est cela la solidarité féminine. Et chacune essaie de faire à son niveau ce qu'elle peut. Je pars du principe que 1 + 1 = 2. Donc nous, nous en faisons. Il y a d'autres organisations sur la place qui également le font. Et c'est tout cela qui va faire que les femmes de plus en plus nombreuses vont prendre leur place. Déjà, au moins 500, ce n'est pas un petit nombre. À mon avis, 500 dans un vaste ensemble, mais c'est déjà cela. Donc si d'autres font 500, d'autres font 1000, vous voyez qu'au bout du compte, on y arrivera. Alors, madame, est-ce que l'un des obstacles majeurs à l'éclosion du leadership féminin n'est pas finalement la femme elle-même? Vous savez, j'ai pour habitude de dire qu'on ne doit pas donner aux femmes une arme, on va dire, d'autodestruction massive. Ce sont des stéréotypes. De vouloir faire croire à la femme que la femme est l'ennemi de la femme, de vouloir faire croire à la femme que dès qu'elle aperçoit une femme, cette femme-là est son problème. Ces mêmes problèmes qu'on peut constater ici et là existent également chez les hommes, mais ils n'en font pas une fixation. Donc moi, je refuse qu'on donne l'impression aux femmes que c'est elles-mêmes qui sont à la base de leur propre retard, que ce sont les femmes. Et les femmes, à la limite, à force de leur dire, excusez-moi, je vais finir. À force de leur dire, elles intériorisent cela et elles pensent effectivement que le problème de la femme, c'est la femme. Je dis non. Il y a des femmes qui sont l'amie des femmes comme moi, des femmes comme d'autres qui agissent, qui sont l'amie des femmes et qui font de telle sorte que les femmes deviennent autonomes, qui font de telle sorte que les femmes exercent un leadership là où elles se trouvent. Oui, mais madame, ce que nous avons constaté, c'est que les femmes ont peur des femmes. Vous voyez, dans une entreprise, quand vous êtes une femme, vous êtes souvent accueillie de façon pas très agréable par une autre femme. On se demande bien, est-ce que les femmes ne sont pas à l'origine du problème, ou des problèmes que rencontrent d'autres femmes? Les femmes ne sont pas spécialement à l'origine de ce que d'autres femmes rencontrent. Je vais dire ce que je vous dis là. Des hommes également, il leur arrive d'accueillir d'autres hommes d'une certaine façon. Il s'agit de ne pas en faire une fixation pour ne pas donner à chaque groupe l'impression que ses ennemis se trouvent dans son groupe. L'idée, c'est de dire il y a dans la société des personnes qui se comportent de telle ou telle manière. Les femmes ne se comportent pas spécialement mal envers d'autres femmes. Celles qui se comportent mal avec tout le monde. Donc il faut faire attention à ne pas faire en sorte que les femmes intériorisent cela parce qu'on est en train de s'auto-détruire en pensant que la femme est l'ennemi de la femme. J'insiste pour dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont amies des femmes, qui sont amies des hommes, et c'est cela la société. Il n'y a pas une société où il y a des femmes à part, où il y a des hommes à part. Il y a une société où hommes et femmes sont partenaires, tout simplement. On va faire les choses de façon concrète. Est-ce que les femmes qui ont pu sortir leur épingle du jeu tendent la main aux autres femmes en termes de solidarité féminine, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure? Je suis convaincue qu'elles le font. Généralement, lorsque ces femmes-là doivent le faire ou le font, ce n'est pas de façon publique forcément, ce n'est pas de façon médiatisée, c'est toujours de façon discrète, de façon officieuse, mais j'imagine qu'elles le font. Mais je veux dire, derrière ces femmes-là qui ont émergé, qui sont à certaines instances de décision, il y a toute la société civile qui est derrière, qui agit et qui fait de telle sorte que c'est ensemble que nous y arrivons. Tout le monde ne peut pas être forcément dans les sphères de décision, mais nous pensons que le leadership s'exerce quand même en accompagnant d'autres femmes. Oui, je vous pose la question parce que vous êtes psychologue, madame. Oui. Alors, est-ce que dans votre groupe, est-ce que, je veux dire, dans l'expérience de tout ce que vous avez comme activité à faire, est-ce que vous n'avez pas constaté malheureusement, et bien souvent, une certaine rivalité entre femmes qui installe une méfiance entre elles et qui empêche même d'autres femmes d'émerger? Elle existe à tous les niveaux. Elle existe autant. Peut-être que chez les femmes, c'est beaucoup plus accentué. C'est ce qu'on veut faire croire. Et je refuse que les femmes l'admettent et l'intériorisent.
cette rivalité, elle existe en tant qu'être humain, entre êtres humains tout simplement. Parce que chaque être humain a envie de se positionner. Et malheureusement, il y a des êtres humains qui pensent que briller, c'est éteindre les lumières des autres. Je ne crois pas en ce type de leadership-là. Je crois en un leader qui brille et qui fait briller les lumières des autres. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent dans cette logique-là. Maintenant, comme dans tout groupe, il y a certainement des personnes qui font de telle sorte de créer un mur. Il y a des personnes qui, une fois arrivées, ne veulent plus faire redescendre l'échelle pour faire grimper d'autres. Mais ce n'est pas spécifique aux femmes. C'est ce que je veux qu'on comprenne bien. Les hommes le font, il y a des femmes qui le font certainement, mais on ne doit pas faire une fixation et dire que ce sont les femmes qui sont de telle manière. C'est là que je dis non. Non, parce mais là, que il s'agit du leadership stigmatiser féminin. les femmes, ce serait de faire de telle sorte qu'on ait l'impression que les femmes ne font rien pour d'autres femmes. Non, il y a beaucoup de femmes qui agissent en faveur d'autres femmes. C'est parce que les femmes se plaignent de ce fait-là, justement. Est-ce que la lutte pour l'émancipation de la femme n'est-elle pas devenue, ou bien n'est-elle pas finalement une lutte personnelle? C'est-à-dire que nous avons entendu des femmes se plaindre du manque de solidarité de certaines qui ont pu émerger. Voilà le sens de la question, madame. Je vais vous dire une chose. Des femmes comme moi et comme d'autres qui se lèvent le matin, qui sont engagées, qui décident de s'occuper des autres femmes, qui décident avec le cœur, avec passion même, de faire de telle sorte que d'autres femmes s'en sortent, que d'autres femmes exercent un leadership. Ces femmes-là qui sont en train de le faire, sont en train de montrer qu'il y a une solidarité féminine, sont en train de montrer que la femme est une préoccupation pour elles. Et j'aimerais vraiment qu'on le retienne et qu'on encourage plutôt ces femmes-là, au lieu de leur donner l'impression qu'elles ne font rien du tout, que rien ne se fait. Et cela se fait. Peut-être que si on avait encore d'autres, si on était plus renforcés, on ferait certainement mieux. Mais je vous assure que depuis toutes ces années de lutte, les choses ont vraiment évolué parce qu'il y a des femmes qui ont travaillé. Parce qu'il y a des femmes qui se sont données corps et âme pour que d'autres femmes puissent avoir leur place et pour que d'autres femmes puissent être autonomes et puissent s'en sortir dans la vie. Ok, madame. Alors, sur ce plateau, nous avons reçu des femmes qui, par rapport à l'émergence de la femme, à la visibilité de la femme et tout ça, les arguments qui ont été avancés, ont vite fait d'évoquer la volonté politique, peut-être le manque de volonté politique, on peut le dire ainsi. Alors, est-ce que les femmes politiques d'influence tirent vers le haut celles qui ont les capacités de diriger à un autre niveau? Est-ce que vous, dans votre groupe, dans votre ONG, vous avez eu cette expérience-là? Oui, nous, dans notre groupe, dans ce que nous faisons, dans l'appui que nous apportons aux femmes en politique, nous faisons en sorte que des femmes qui partent de rien puissent aussi émerger en politique, puissent s'assumer et puissent prendre leurs responsabilités. Et nous faisons en sorte que, même quand ce n'est pas en politique, certaines femmes sorties de nous prennent aussi d'autres initiatives, créent même d'autres organisations, parce que c'est cela aussi qui va faire la lutte. Est-ce qu'il y a un réseautage qui est fait? Absolument. De sorte que des femmes qui ont pu sortir leur épingle du jeu, comme je l'ai dit tantôt, puissent aider les autres qui peut-être sont encore à la traîne? Non seulement nous créons des tribunes pour partager les expériences, mais nous faisons de telle sorte que celles qui ont le mieux réussi apportent aussi leur soutien à d'autres. Et déjà, même en partageant leur expérience, nous pensons qu'elles sont en train de leur dire « Je suis passée par telle épreuve, vous connaissez tel problème, je les ai vécus aussi, mais voici comment j'ai triomphé, vous pouvez également faire la même chose que moi. » Et c'est important pour les femmes de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules face à des problèmes et que d'autres sont passés par là, d'autres ont réussi, il n'y a pas de raison qu'elles ne réussissent pas. Alors, dans ce sens-là, est-ce que la volonté politique dont parlent ces femmes-là constitue véritablement un frein à l'émergence du leadership féminin? Je crois que les politiques ont certainement de la volonté. Je veux croire en leur bonne foi, en leur bonne volonté. Je veux croire surtout aux faits. Je veux croire que les politiques devraient encore faire plus. Parce qu'il y a possibilité de faire plus. C'est vrai, on me dira, oui, vous avez fait BG, vous avez fait ceci, oui. De 95 à maintenant, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont et j'estime qu'on peut faire plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas les expertises féminines qui manquent, ce n'est pas les compétences féminines qui manquent. Donc je pense qu'avec un peu plus de volonté, on pourrait avoir plus de femmes dans les sphères de décision. N'empêche, il y a des femmes qui exercent leur leadership
Si je comprends le leadership comme la capacité à influencer son environnement, apporter quelque chose aux autres, faire de telle sorte que des objectifs soient atteints, il y a du leadership qui est exercé. Maintenant, si on veut parler de représentation des femmes dans les instances de décision politiques, administratives et tout ça, j'estime qu'il y a encore de la volonté qui doit un peu plus s'exprimer. Alors, donc ceci m'amène à poser une autre question qui est relative à la politique. Alors, donc, les femmes politiques que vous avez encadrées, franchement, dites-nous ici, est-ce qu'elles ont du poids dans leur parti politique? Absolument. Des femmes arrivent à vous, elles existent juste dans un parti politique. Elles ont envie de s'exprimer, mais elles n'osent pas. Avec notre appui, il y en a qui sont allés à des élections. Pourquoi elles n'osent pas parce que justement la société leur a mis dans la tête qu'une femme ne doit pas aller plus loin. Elles n'osent pas parce qu'au sein des partis politiques même, il y a des verrous. Et les partis politiques ont tendance à fonctionner comme un milieu masculin, avec des codes masculins, qui fait que les femmes, lorsqu'elles se retrouvent dans ces environnements, on a tendance à les ramener à leur rôle de reproduction. Aller faire la cuisine. Même dans les partis aller politiques. faire la cuisine, aller vendre le pain du parti, aller appeler les gens pour venir aux réunions. On veut les limiter à ça, alors qu'on sait très bien que les personnes qui font la force des partis politiques en Côte d'Ivoire, ce sont les femmes. Alors, quand elles n'existent pas dans un parti politique, le parti n'existe pas. Alors ce que nous demandons, on ne va pas me dire que celles qui sont là-bas sont juste bonnes à faire la cuisine, parce qu'il y a des femmes qui ont de la présence, il y a des femmes qui ont des compétences, elles en ont dans la tête, elles ne demandent qu'à s'affirmer, à ce qu'on leur donne de la place. Donc, maintenant, ce n'est pas toujours évident, il y en a qui viennent à nous et nous essayons de faire le plaidoyer autant que nous pouvons, mais quelquefois nous leur demandons aussi de prendre leurs responsabilités et de leur montrer que je peux sortir d'ici et puis m'assumer. Alors, ce plaidoyer-là, vous avez peut-être mené des études pour voir le problème réel, c'est quoi? C'est le genre masculin, c'est l'homme qui refuse que la femme prenne, je vais dire, peut-être la place devant lui. Vous savez, tout ce qui est changement, l'être humain est toujours un peu réfractaire dès qu'on parle de changement. Hein. Et beaucoup, aujourd'hui, nous sommes en 2019, et il y a beaucoup d'hommes, on va dire, intellectuellement élevés, qui ont tendance à vous ramener aux traditions. Ah oui, on est en Afrique, ah oui, on est en Côte d'Ivoire. Je dis que ce sont des traditions qu'on utilise comme prétexte pour maintenir la société patriarcale et pour maintenir la domination d'un sexe sur l'autre. Mais, et nous sommes en train de faire de telle sorte que les mentalités changent, que les hommes comprennent que ce n'est pas une affaire de sexe, mais c'est une affaire de capacité, c'est une affaire de compétence et on doit y aller tout simplement. Bien, alors on doit y aller. Un quota de 30% dans les assemblées élues, c'est l'une des décisions phares d'un récent conseil des ministres. Alors est-ce que vous êtes optimiste quant à la mise en pratique de cette disposition-là par les partis politiques justement? D'abord, je suis optimiste du fait que c'est une première en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de loi ou de projet de loi sur cette question-là des femmes. Et je suis optimiste parce que je suis convaincu que ce document étant encore un projet, il peut être amélioré pour répondre aux vraies aspirations des femmes. Je reste optimiste parce que je me dis que l'Assemblée nationale va non seulement améliorer les textes, va faire en sorte de le voter. Je suis optimiste parce que je suis convaincu que les femmes de Côte d'Ivoire vont se lever pour faire en sorte qu'il y ait des mesures d'application. Mais les femmes évoluent dans un milieu, comme tout à l'heure vous avez dit, dans un milieu majoritairement masculin. Oui. Alors, comment vont-elles y arriver? Nous sommes dans ce milieu majoritairement masculin, nous sommes à la mais fin... nous ne nous sommes pas laissés faire parce qu'aujourd'hui, il y a au moins un projet de loi, même s'il y a 2 ou 3 points dedans que nous pensons qu'il faut améliorer pour pouvoir répondre vraiment à nos aspirations. Parce que si on veut que les femmes soient représentées, il faut quand même prendre en compte nos préoccupations. Personne ne va me convaincre qu'en Côte d'Ivoire, sur 40 personnes, il n'y a pas 20 femmes capables de diriger autant que les hommes. Personne ne me dira que les femmes n'ont pas les capacités. Et nous croyons que les femmes ayant ces capacités, elles peuvent s'exprimer. Il faut qu'on les laisse s'exprimer et qu'on fasse comme elles veulent, mais qu'on ne décide pas tout pour elles et qu'on dise non, ça vous suffit. Sur quelle base? La lutte, elle n'est pas loin. La lutte est loin d'être terminée. Il faut faire plus. Non, la lutte n'est pas terminée. Nous pensons que nous commençons, alors, nos enfants vont poursuivre. Merci Georgette Zamblé Ballier d'être venue à Instant Vérité enrichir le débat sur le leadership féminin. Vous êtes la présidente de l'ONG Lead Africaine et la présidente du réseau des femmes entrepreneurs engagées et solidaires. Et aussi, vous êtes psychologue, experte en genre et développement. C'est donc la fin de Instant Vérité. C'était vraiment très intéressant vers la fin, mais on n'a pas tout le temps. Justement, Matin Bonheur continue, mesdames et messieurs. Alix et Marco vous retrouvent tout de suite